Un stupa est un reliquaire, donc ont été placés des reliques sacrées, donc on ne les voit pas, elles se situent derrière la statue dont la partie bombée. Le stupa symbolise l'esprit éveillé des Bouddhas. C'est le premier bâtiment qui a été construit au centre, il a été inauguré en 1997. On pourrait croire que nous nous trouvons au Tibet ou au Bhoutan, mais pas du tout. On était en centre-Bretagne, près de Rostronin, près de Gourin. Je suis Jimmy Punsok, je suis un des moines les plus anciens qui habitent au centre puisque je suis arrivé ici en 1994. C'est un centre bouddhique. Toute l'activité tourne bien sûr autour de la pratique du Dharma, de mettre en pratique l'enseignement du Bouddha. Ce centre a été fondé dans le milieu des années 80. À l'époque, un grand maître qui habitait en Inde avait été invité par des Occidentaux, des Français qui habitaient le sud de la France. Et les personnes qui résidaient, qui occupaient la ferme, les bâtiments anciens qui se trouvent ici, ont été rencontrer ce maître et spontanément lui ont proposé, lui ont dit voilà, on a une ferme en Centre-Bretagne, est-ce qu'on pourrait vous la donner, vous la mettre à disposition pour que vous puissiez y fonder un centre du Dharma. Ici, nous sommes 3 moines, il y a 4 moniales, bien sûr, le directeur spirituel Drupen Nawang, et puis des personnes laïques qui résident sur le lieu du centre. Et le centre a été reconnu congrégation religieuse en 2004. Donc après, toute enquête, un dossier qui a été déposé auprès du ministère de l'Intérieur. Donc on a été reconnu en 2004 congrégation religieuse. Nghe mình là Drupen Nawang Tenzin Slabge Tene nga choso de nang la namju takwa rishi tene ngaranzo nyambu tengen ki mitso la loma tso la tene nyamlen jiage tsama be mai ge zara dombo la ya zen choge ngwendo nye be mai june pena dukpa puluri di dene yerob nangla dukpa chesok chungchung dene chakpa mangbo yorwa di sunana tso de ditsik yorwa di inzang da amandawo headquarter nabo de yerob nangla direda di inzang dukpa puluri di direda cheso tsangma nane cheso mumandawo di direda pena cheso tsangma la dukpa ki cheso mangbo yorwa Barcelona, Suisse, Allemagne, di sola lama yomarwa, groupe chipo yorwa, lama di dilamata yomarwa. L'annonce de l'installation du centre bouddhique à Plouray, je l'ai appris par la bande. On n'est pas venu m'informer officiellement de cette installation. Ce sont des personnes qui ont vu une activité un petit peu nouvelle autour du lieu-dit Bel Avenir, qui m'en ont parlé. Et après, je me suis un petit peu renseigné sur ce qui se passait là-bas. Je m'appelle Michel Morvan et je suis maire de Plouray depuis 1983.
Ben, sur le coup, j'ai été un petit peu surpris. Je ne m'attendais pas à cette annonce qui ne m'avait pas été effectivement faite officiellement. L'effet de surprise, le passé, je me suis dit assez spontanément, même, je pourrais dire même spontanément, que c'était plutôt intéressant de savoir qu'un centre de cette nature s'installait sur la commune. L'architecture des monuments ou des bâtiments situés sur le site aujourd'hui ne sont pas tout à fait dans la tradition de l'architecture bretonne. Bon. Donc je suis effectivement intervenu où j'ai expliqué au service d'urbanisme pourquoi il fallait que le centre vive, se développe. Et ensuite les choses se sont poursuivies dans la continuité de ce qui avait été fait à l'origine, c'est-à-dire le stupa. Nous allons rencontrer une habitante qui a bien connu l'installation du centre il y a 40 ans. Voilà, bon ben merci déjà d'être venu. Et puis tu tenais le bar déjà à l'époque, il y a une quarantaine d'années, quand le centre bouddhique s'est installé. Donc, Au départ, on appréhendait un petit peu parce qu'on se disait ça sera peut-être une secte, ça sera ceci, ça sera cela. Oui, le mot sectaire peut assez facilement venir à l'esprit quand on ne connaît pas, quand on ne sait pas. Puis en fait, il s'est avéré que ce n'était pas du tout ça, mais c'est vrai qu'il a fallu oui, expliquer les uns et les autres. Je ne suis pas le seul à l'avoir fait. Annick l'a fait aussi, d'autres gens dans le secteur ont pu le faire aussi, mais bon. Je me rappelle, ma mère était dehors une fois, et il y a des gens qui ont passé, et puis ils lui demandent, alors, où est le club, le centre bouddhique? Alors, elle dit, il n'y a pas de club de centre bouddhiste ici, qu'elle dit. Elle ne connaissait pas ça. Et donc, on lui avait expliqué le centre bouddhique. Elle se demandait d'où ça venait aussi, elle était âgée, quoi. Et on a rigolé pas mal avec ça, justement. Oui. Le bouddhisme, il y a 40 ans, les gens ne savaient pas de façon précise, en tout cas, ce que c'était. C'est une méconnaissance du bouddhisme a pu peut-être un peu au départ, oui, faire naître quelques réticences de la part des gens, mais à mon sens, ça a été assez vite balayé. Ce jour-là, il y avait du monde partout à Kerguzul, là. Il y avait la police qui faisait la circulation, il y avait un champ qui était rempli de voitures, des voitures partout. C'était phénoménal. Ouais. 14h20, l'hélicoptère du Dalai Lama se pose sur la pelouse du centre de Plouray. Pour l'accueillir, les moines et quelques élus locaux, aucun représentant de l'État n'est présent. Il ne m'a pas seulement serré la main, il m'a pris la main pour aller de l'hélicoptère jusqu'au temple. C'est mieux que d'avoir simplement serré la main. Bon, c'était quand même c'était mémorable, on va dire ça comme ça. Oui. Dehors, des milliers de personnes l'attendent. En cadeau, le Dalai Lama reçoit un chapeau breton avant d'offrir à son tour l'écharpe bouddhiste à l'évêque de Vannes. L'offrande du mandala puis celle du thé précèdent un quart d'heure d'enseignement en tibétain sur l'éveil et la connaissance. C'est très difficile de comptabiliser les gens. Bon, c'est vrai que c'est quand même une minorité de personnes qui aujourd'hui pratiquent le bouddhisme et particulièrement le bouddhisme tibétain. Je suis Marion d'Absence, je suis docteur en anthropologie de l'École pratique des hautes études à Paris et je travaille sur le bouddhisme depuis 2004. Il n'y a pas de profil type en fait, des personnes qui se rendent dans ces centres, à part le fait qu'en général ce sont des gens qui ont lu des ouvrages sur le bouddhisme et la méditation qui sont passés par le filtre de l'ésotérisme occidental. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont lu sur les bienfaits de la méditation, sur le bouddhisme tibétain tel qu'il est présenté chez nous, et qui met l'accent sur le fait qu'on va atteindre non pas l'éveil ou des super-pouvoirs qui sont ce à quoi aspirent les bouddhistes asiatiques, mais un mieux-être, une forme d'apaisement de l'esprit, etc. Je m'appelle Laurence, j'ai 62 ans et je vis à Plouray depuis 1 an et 4 mois et je suis bouddhiste. Je suis native d'Alsace, j'y ai travaillé une quinzaine d'années
Et à la suite d'une promotion professionnelle, j'ai pu avoir une franchise en gérance dans le prêt-à-porter à Aix-en-Provence. Très rapidement, j'ai brigué un poste de commercial qui m'a obligée à beaucoup me déplacer et j'avais effectivement beaucoup de pression de chiffre d'affaires et donc c'était pas très épanouissant sur ce plan-là. Ma rencontre avec le bouddhisme s'est faite de manière assez incongrue. Je travaillais dans une boutique de prêt-à-porter de luxe, assez haut de gamme et très fashion. Et un jour, j'ai vu rentrer une personne qui n'avait visiblement rien à faire dans ce magasin parce que ça n'avait pas l'air d'être son type de comportement vestimentaire. Et en fait, c'est devenu ma meilleure amie. Et elle était bouddhiste, elle avait beaucoup voyagé en Inde. Mais un jour, elle avait besoin d'un véhicule pour aller à Marseille, pour aller voir un grand maître qui apparemment venait donner des enseignements sur Marseille. Elle n'avait pas de voiture pour y aller et elle m'a demandé de la véhiculer. C'est ce que j'ai fait. Et en fait, la rencontre, visiblement, elle n'était pas pour elle, mais elle était pour moi, puisque c'est là que j'ai établi un lien avec le maître dont je suis les enseignements aujourd'hui. Pour moi, ça a été un électrochoc, vraiment quelque chose où j'ai pas pu me défaire de cette personne. C'est comme si c'était un lien établi, mais dans une retrouvaille, je peux pas vous l'expliquer avec des mots, parce que c'était vraiment purement du domaine du ressenti. Pluré, le centre européen de Sa Sainteté, le 12e Galwang Gangpa, donc qui est le maître dont je suis les enseignements, et je me suis dit que à la retraite, ce que je pouvais faire de mieux de ma vie, c'était d'essayer de persévérer dans l'apprentissage des enseignements. Je m'inscris dans la vie du centre et je suis parfaitement heureuse comme ça. Voilà. J'ai l'impression de donner plus de sens à ma vie et c'est quelque chose de très épanouissant. Je m'appelle Barbara Arnold, de nom de naissance. Depuis je pris le vœu de nonne, je m'appelle Jigme Menlam. J'ai étudié la philosophie et la littérature en Allemagne dans une université de Tübingen. Et j'étais très intéressée déjà dans la spiritualité et je coupais mes études. Et je commençais à voyager au début en Angleterre, à Londres. Je fais la musique et le théâtre là. Et après, je rencontrais des personnes d'Australie et je suis allée en Australie avec eux. J'ai fait une formation de psychothérapie corporelle et une de mes professeurs était bouddhiste. Elle était pour moi à l'époque très impressionnante. Elle m'a introduit au maître bouddhiste. Mon maître a fait la suggestion de retourner en Europe. Et après, je commençais à travailler comme un psychologue, comme un psychothérapeute en Allemagne. Et chaque été, je suis venue ici à Pleurer pour participer aux retraites organisées par le centre. Et je quittais mon travail, je fermais mon cabinet. À l'époque, j'avais un cabinet en Allemagne et j'ai vendu mon appartement et tout ça. Je fais tout pour arriver ici, pour m'installer ici. Toujours en accordance avec mon maître. C'était toujours avec lui. Alors, ce qui m'a, moi, le plus, justement, intéressée et étonnée quand je me suis rendue moi-même dans ces centres, et en particulier à Pleurer, c'est qu'on a affaire à quasiment un culte de la personnalité, on pourrait appeler ça, hein, c'est-à-dire vraiment, en tout cas, une très forte dévotion à l'égard du lama. J'ai traduit ce texte parce que mon maître m'a demandé il y a déjà plusieurs années de traduire en allemand les textes tibétains qui sont déjà traduits en français ou en anglais. Un disciple arrive là-bas parce qu'il veut apprendre la méditation et on lui a dit qu'il fallait apprendre sous la responsabilité d'un maître. Et il se trouve qu'en Occident, les lamas tibétains sont les plus présents comme maîtres bouddhistes.
Donc on y va et là on arrive dans un lieu où il y a beaucoup de monde, surtout des Occidentaux, mais aussi d'autres Bhoutanais ou Sikimais ou autres, enfin des gens qui viennent de l'Himalaya, et qui font preuve de dévotion à l'égard du maître. C'est-à-dire que quand il arrive, on met les mains en prière, on s'incline. Il peut y avoir même des fois des prosternations un peu plus profondes. Et soi-même, on se fond dans le moule, on fait comme tout le monde, donc on va avoir cette dévotion, cette politesse extrême à l'égard du lama. Et puis après, dans les enseignements, il est dit qu'il faut considérer le lama comme un Bouddha. Je suis née avec le catholicisme. Quand j'étais petite jusqu'à adolescence, je croyais en Dieu. J'aimais beaucoup prier. Voilà, c'était quelque chose qui déjà m'habitait dans l'enfance. J'avais l'impression, quand j'allais à la confession, de me laver et d'être absoute de tous mes péchés. Voilà. Parmi les fidèles du bouddhisme aujourd'hui, on trouve de tout. On trouve beaucoup de gens qui étaient athées avant, des gens qui étaient chrétiens. Il y a quelques anciens musulmans aussi. Donc ça, c'est sûr qu'il y a une rupture par rapport à leur croyance d'origine, leur vision du monde d'origine. J'avais beaucoup de questions sur la vie, sur qu'est-ce que c'est le but de la vie et tout ça. Et je ne trouvais pas trop des réponses dans l'Église catholique. Beaucoup de gens disent « j'ai été déçu du catholicisme, du christianisme ou du judaïsme » et se disent « je vais aller voir le bouddhisme ». Et pourquoi le bouddhisme et pourquoi pas des religions africaines, par exemple? Pourquoi? Le maître bouddhiste, ils m'ont donné des réponses. Et moi, j'étais là... Ah oui, c'est comme ça. J'étais vraiment étonnée parce qu'eux, ils parlaient juste que sur les questions que j'avais. Pourquoi le bouddhisme? Parce que le bouddhisme a été présenté comme rationnel, ne comportant rien de merveilleux, sans croyance déraisonnable. Alors que pour les Asiatiques, le merveilleux était à tous les coins de rue, quoi. Aujourd'hui, je ne suis pas catholique. Je me retrouve dans la réalité du karma, alors que je ne me retrouve pas dans la notion d'un Dieu créateur qui gérerait notre vie et notre destinée. C'était plus formel, c'était plus croire. Moi, j'avais besoin plus que ça. Trouver dans le bouddhisme des traditions et des dogmes à suivre, un petit peu comme ce qu'ils avaient avant dans leur religion de base ou de départ. C'est un peu le côté peut-être aussi, pas forcément exotique, mais différent. Je pense qu'ils les appellent un petit peu à se rendre dans des centres bouddhistes. Je m'appelle Molly Chatanik, je suis maître de conférence à l'Université de Bretagne occidentale. Et mes recherches par rapport au bouddhisme portent sur le bouddhisme tibétain et son évolution dans la société occidentale. Tene kong me tsade nganzo ki lekha di pena nima chik nang la tiring shoke chuzu tumba la chuzu chidan chega nyamlen che yore. Ta nyamlen dhamen dhara tara se andabo sangje mela se andabo dhamen chuzu chidan chega.
De plus en plus, je pense que les gens qui sont responsables dans les centres, qui animent les sessions, les enseignements, sont conscients de ce problème-là, de l'impatience un petit peu occidentale et savent peut-être mettre en garde un petit peu ou amener les gens à approcher les choses d'une façon un peu plus patiente, ne pas attendre des résultats immédiats. Trois Mexicains, République tchèque, un Portugais, beaucoup du Royaume-Uni également, plus d'une cinquantaine, la Suisse, quelques personnes qui viennent des États-Unis, et ensuite on a quelques personnes asiatiques qui sont venues à quelques retraites. Je m'appelle Pierre Équaté, je suis président de l'association Drukpa Pluré, qui a en charge notamment l'organisation des retraites au sein du centre bouddhique Drukpa Pluré et également la gestion de la vie quotidienne du centre. Ce temple, c'est le terme anglais, c'est headquarter de la lignée Drukpa. Donc c'est vraiment la maison mère de la lignée Drukpa en Europe. C'est aussi un lieu qui est grand, qui peut accueillir beaucoup de personnes. Et donc les grandes retraites, quand ça s'intègre en Drukpa vient en Europe, il vient ici, parce qu'ici on peut recevoir 600, 800, peut-être plus. Mais on a fait déjà des retraites où on était plus de 1200, 1300, je crois, pour les 800 ans de la lignée. C'était en 2012. Les gens qui viennent ici en retraite viennent essentiellement d'Europe, de toute l'Europe. Il est vrai que ce centre n'a pas vocation à devenir un lieu réellement touristique. Il y a beaucoup de gens qui viennent le visiter à titre de curiosité, sans forcément avoir une motivation spirituelle, mais cela, c'est pas gênant du tout. Au contraire, voilà, vous le disiez, c'est notre joie d'accueillir des gens ici. Ce lieu, il se veut ouvert, mais en revanche, de là à organiser effectivement des tours touristiques, c'est pas notre vocation. Office de tourisme du Pays du Roi Morvan-Marina, bonjour. Si vous êtes vraiment sur une partie rando, oui, effectivement il y a plusieurs petites boucles qui peuvent être faites. Si vous êtes plus sur de la balade, je vous conseille plutôt d'aller sur Pluré. Alors pour quelqu'un qui n'est jamais venu sur le territoire, la meilleure façon de découvrir le temple, c'est en découvrant l'ensemble de nos points de visite. Donc le temple effectivement fait partie de nos incontournables. Pour nous, ce n'est pas quelque chose qui est vecteur de séjour, c'est-à-dire que les gens ne viennent pas forcément ici pour voir le centre. C'est la cerise sur le gâteau par rapport à l'ensemble de la visite qui est proposée ici. Parfois, on a des demandes de gens qui viennent pour le volet cultuel du centre, notamment qui viennent pour des retraites. Et là, dans ce cas-là, on a plutôt des demandes d'hébergement. Les locaux vont plutôt l'utiliser comme lieu de balade pour le dimanche, par exemple. Voilà, c'est un lieu de promenade. Les moines et les moniales interviennent dans la vie locale, mais au même titre que tout n'importe qui, en fait. Donc, c'est des gens qu'on peut croiser on va dire, au coin de la rue. Mais voilà, les locaux, c'est plutôt un lieu de promenade en famille. En plus, quand on va au marché, souvent, on voit une dame. D'ailleurs, je l'ai croisée tout à l'heure en voiture, elle avait une dacia rouge. Enfin, rouge bordeaux. Mais elle est habillée en tenue bouddhiste aussi, d'accord, oui. Ok. Ben oui, ils ont une tenue qui sort de l'ordinaire quand même. Hein. Ben oui, on les remarque. Forcément. Oui. On n'est pas habillé comme ça tous les jours. Non. Ouais, c'est clair. De ce côté-ci. Oui, donc ça a apporté de l'activité, enfin du dynamisme un petit peu. Ben, au niveau de la population, oui, un petit peu. Par contre, quand ils font des grands séminaires et qu'ils reçoivent des lamas, ou je ne sais plus trop comment on appelle ça, on ne voit pas plus de monde quand même dans les rues de Pluré, même quand il y a beaucoup de monde au centre. Je dirais que quelque part, on vit un peu dans une bulle. Bien sûr, on va sortir, mais disons que ça sera vraiment occasionnel. Et voilà, on n'a pas forcément besoin, nécessité à aller à l'extérieur, parce que finalement, on a tout ici. On peut choisir de vivre seul, on peut choisir de vivre en famille. Nous, on a choisi de vivre au sein d'une communauté. Là, je parle vraiment de mon expérience. Pour ma part, c'est vraiment le mode de vie
dans lequel je m'épanouis le plus, dans lequel je suis le plus heureux. Et mes relations sociales n'ont jamais été aussi riches et aussi profondes que depuis que je vis en communauté. Plouray, effectivement, petite commune de 1100 habitants, est connue essentiellement à l'extérieur par la présence du centre bouddhique, et moi j'en suis fier. Oui. Que l'on soit en Centre-Bretagne, qu'on soit en Auvergne, en Bourgogne ou n'importe quelle région, je veux dire, ça ne changerait peut-être pas vraiment notre mode de vie, notre activité. L'activité spirituelle, elle est le fait d'essayer de se tourner vers soi, à l'intérieur de soi, pour essayer de progresser spirituellement. Et quel que soit le lieu où on pourrait vivre, en France ou ailleurs, finalement, c'est tout à fait secondaire.